bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Aujourd'hui, j'accueille à nouveau mon amie Manon Allender pour un épisode un peu particulier. Ensemble, on va parler d'un sujet encore trop peu abordé, les pensées intrusives que l'on peut aussi nommer phobie d'impulsion. Voici une définition qui devrait vous éclairer. Une phobie d'impulsion ou pensée intrusive est un symptôme médical caractérisé par la crainte obsédante de commettre un acte délictueux, transgressif ou dangereux pour soi-même ou pour autrui. Vous l'avez peut-être vécu déjà en voiture, cette pensée irrationnelle qui vous vient en tête. Et si je mets un coup de volant là pour tomber dans le fossé, qu'est-ce qui se passera ? La phobie d'impulsion, c'est ça. Mais fois puissance 100 000. Des pensées qui s'imposent à nous, sans qu'on les invite, qui tournent en boucle jusqu'à devenir obsessionnelles, qui prennent vie à cause d'une forte anxiété que le corps a du mal à gérer, du mal à évacuer. Manon a accepté de raconter avec une sincérité bouleversante la période où elles ont pris toute la place dans sa vie et surtout, et ça c'est très important, comment elle a réussi à s'en libérer peu à peu pour aujourd'hui se sentir bien, apaisée et se dire que ça appartient au passé. Coucou mon chou. Salut Paulette. Bon, je dis mon chou parce que t'es ma bête de pote. Voilà. Et que on a commencé à en parler, je me rappelle très très bien, dans un taxi. Toutes les deux. Tu m'avais déjà dit que t'avais une période dans ta vie avec une très forte anxiété, mais j'avais pas pris conscience de l'importance qu'avait pris tout ce mécanisme qui avait pris toute la place dans ta vie, quoi. Ah oui, c'est vraiment une période où ces processus étaient presque drive et tout. Ouais, Touchaient c'est ça. mon émotionnel, mon quotidien, même, on va en parler, mais autour des phobies d'impulsion, du coup, tu crées des choses pour les éviter. Et donc, en fait, ça change ton quotidien. Oh waouh, ok, d'accord. On en parlait de l'anxiété. C'est vraiment ça, c'est quand l'anxiété devient beaucoup trop importante à gérer pour le corps, les émotions beaucoup trop dans tous les sens, le corps sait plus comment évacuer, il commence à créer ce sort de petit processus-là presque pour se rassurer. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie à ce moment-là pour avoir autant d'anxiété ? Alors, c'est vrai que c'est un peu quelque chose qui est presque arrivé du jour au lendemain. Ah ouais ? En fait, tu le vois pas vraiment venir, tu vois? Ok. Tu as des états que tu as pendant un petit moment et d'un coup, ils t'explosent à la figure parce que tu pas écouté, parce que tu sors pas de tes Ouais. schémas, et en fait, la vie te met un espèce de mur dans la gueule que tu es obligé de prendre à ce moment-là. La première fois que je m'y suis confrontée, le contexte était j'étais dans une nouvelle relation depuis 6-8 mois. Quelque chose comme ça. Je devais avoir monté ma société depuis 4 mois, 5 mois. Ma société qui a cartonné tout de suite et qui a été vraiment une expérience très intense physiquement, émotionnellement, mais qui a été une vraie réussite aussi immédiate. Donc il y avait de la fatigue, il y avait un émotionnel qui était pas mal chahuté. Il faut savoir que moi, très jeune aussi, j'en parle parce que ça a un lien, parce que c'est les mêmes genres de troubles, mais j'ai été boulimique très jeune et c'est un TOC. Hyper intéressant. Et On va du en coup, parler des TOC. voilà. Ouais. Et en fait, c'est un peu c'est une forme de gestion émotionnelle. Et donc, quand t'as 14 ans, tu deviens boulimique pour gérer tes émotions. J'ai arrêté de l'être vers 23, 24 ans, mais en passant un peu en force, en me disant stop, maintenant c'est fini, mais sans gérer l'émotionnel qui avait déclenché ça. Tu sais que je savais pas que la boulimie, c'était un TOC. Si, c'est un trouble obsessionnel compulsif et c'est une manière de gérer l'émotionnel, non géré. Et je pense que plus jeune, je me suis gérée comme ça et je remercie ce TOC parce qu'il m'a certainement permis d'avancer et de continuer. Il m'a protégée sûrement de plein de choses, mais je l'ai stoppé de manière avec mon mental très net, très clair, sans aller faire le travail derrière qui était nécessaire. Et quelques années plus tard, quand j'étais dans une période à nouveau un peu difficile émotionnellement, je pense que voilà, ça s'est matérialisé autrement, avec une violence un peu plus forte aussi, pour que vraiment cette fois j'aille dire qu'est-ce qui se joue et que j'aille travailler ce truc-là. Donc lorsque j'ai ma première phobie d'impulsion, je me souviens très bien, j'étais chez mes grands-parents, que j'aime, c'est des personnes que j'aime tellement, c'est vraiment mon cocon le plus proche, le plus solide. Et j'étais un soir dans le lit. Alors je sentais que j'avais un peu d'anxiété, je sentais que
les choses, elles perdaient un peu de leur sens. Mais bon, c'est le départ, c'est le début de ton entreprise, ça a fait sens que ce soit une période assez stressante. Oui. Et puis j'imagine que tu dois te dire, OK, bon allez, on fait le dos rond, c'est le quotidien de... Oui, mais je me souviens que la première chose qui a été la plus dure pour moi, c'était de voir la réussite fulgurante de mon entreprise. OK. Dont honnêtement, je pense chaque entrepreneur, quand il commence quelque chose, rêve de ça. Ouais. Et de voir à quel point ça me remplissait pas. Et en fait, c'est ce décalage entre l'illusion que j'avais de me dire, OK, comment ma société va marcher, je vais être super bien, je vais être trop heureuse. Et en fait, dans la réalité, ça a pas rempli ce vide que je cherchais à remplir. Et c'est là que l'anxiété s'est installée. Avant, je pensais que réussir enlèverait tout ça. Et je me suis retrouvée à poil à dire, OK, j'ai fait tout ce que je pouvais, j'ai réussi une boîte, j'ai un mec, j'ai machin. Et je sens toujours ce vide. Donc là, je pense que je me suis pris un mur dans la gueule de OK, mais comment on fait maintenant, quoi? C'est quoi, du coup, la porte de sortie de ce truc-là? On en avait parlé d'ailleurs, pas en détail, mais dans notre premier épisode qu'on a enregistré ensemble, de comment la réussite sociale est pas forcément celle qui nous nourrit et qui nous rend... Si elle est pas alignée avec toi, c'est ça. Elle nourrira pas ça. Je veux dire, ça laissera un vide et ça creusera même peut-être ce vide. Et du coup, tout part de là, en fait, de cette réussite qui me remplit pas, de ce nouveau couple dans lequel je suis installée qui finalement, aucun regret de ces 4 années, mais qui finalement n'était pas tant aligné avec qui j'étais. Et là, il s'est créé, l'anxiété a pris toute la place pour essayer de me sauver, de me sortir de ça. Et j'ai eu cette première phobie d'impulsion chez mes grands-parents. Il était 23h minuit. Mon mec était à côté de moi et j'ai eu une peur. C'était horrible parce que là, à ce moment-là, je savais pas ce que c'était. J'avais pas de mots là-dessus. J'avais juste l'impression de devenir folle. Qu'est-ce qui se passe? Des flashs qui te viennent. Qui sont violents, qui touchent justement ton socle le plus proche, et du coup, moi, je me suis vraiment sentie comme une petite fille dans le noir, dans une forêt hyper dangereuse. J'avais ce sentiment de solitude et en plus, quand ça touche ton socle, parce que moi, je suis très famille, quand ça touche ça, ton seul refuge, c'est comme s'il y avait un orage énorme et que le seul toit que tu avais sur la tête, il y avait plus rien. Donc, cette sensation d'être à poil complet et je savais pas, à ce moment-là, c'était de la détresse. C'était ma première crise d'angoisse parce que ça, du coup, a déclenché une crise d'angoisse chez moi et je me suis mise à trembler, je me disais, mais waouh, il faut qu'on m'interne. Dès la première, tu t'es dit ça? En fait, je me suis dit ça au début et puis après, avec le temps, j'ai compris que c'était pas ça l'enjeu, mais en fait, c'est tellement d'un coup. Alors violent. attends, t'es dans le lit et tu te vois faire du mal à ton conjoint? Mais non, c'était pas mon conjoint, c'était mes grands-parents, mais je me vois même pas leur faire du mal, mais je vois des scènes horribles. Quoi. Toutes mes plus grandes peurs se matérialisent. Et en fait, je me souviens, j'avais peur de faire des choses que plus personne m'aime, que tout le monde m'abandonne. Ma pire angoisse, en fait, elle se matérialisait et mon cerveau me racontait cette histoire-là. Et quand elle t'arrive à la gueule et que tu connais pas ce sujet et que tu sais pas d'où ça vient, parce qu'après, derrière, attention, il y a des choses très claires et c'est un sujet qui est très connu, on en parlera. Mais quand toi, t'es seule face à ça, dans le noir complet, tu crois perdre pied, littéralement. De malade, et puis ce que j'entends à travers cette première crise, c'est aussi la grosse culpabilité que tu ressens d'avoir ces images. C'est un mélange de tout. C'est-à-dire que la violence de tes flashs te déchire le cœur. Tu te dis, mais qui je suis? Mais qui je suis? J'ai des idées tordues. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? En fait, et c'est naturel et c'est le premier réflexe, mais c'est tout l'inverse de ça. C'est que tu t'identifies quelque part. Tu te dis, mais what? C'est quoi? C'est quoi? C'est mon inconscient? C'est quoi? Est-ce que c'est un truc que je souhaite? En fait, je suis un monstre. Tu paniques total. Il s'avère que la phobie d'impulsion, c'est l'inverse de ça. C'est-à-dire que plus tu vas avoir peur de quelque chose, c'est plus t'en es loin. C'est important. Un fou ne sait pas qu'il est fou. Ça, c'est très important. Quelqu'un qui va faire du mal aux autres, il s'en fout de faire du mal aux autres. C'est pas son problème. Le fait d'avoir des phobies d'impulsion. Les gens qui ont des phobies d'impulsion sont les gens qui passeraient le moins au monde à l'acte. Mais parce que des phobies d'impulsion, ça peut être sur tous les sujets. Ça peut être. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes mamans qui sont sujettes aux phobies d'impulsion. Et j'avais écouté un podcast là-dessus où il y a des mamans qui osent même plus donner le bain à leur enfant parce qu'elles ont peur c'est pas qu'elles ont peur, c'est qu'elles ont des visions où elles vont noyer leur enfant. Ou d'autres où elles n'osent pas leur donner à manger, elles ont peur de l'étouffer, peur de le jeter dans les escaliers, peur. Et en fait, après, il y a des degrés différents.
dans notre vie, on peut tous avoir des pensées parasites à des moments. On est sur le quai du métro, on imagine pousser quelqu'un. C'est ça, mais fois 100, fois... Et il y en a en plus chez qui ça passe très vite et ils s'en foutent, ils s'y accrochent pas. Moi, j'ai des amis qui ont des phobies d'impulsion, mais ça leur crée pas de l'anxiété, comme moi, ça me crée. C'est-à-dire qu'elles les ont et ça passe. Ouais, mais enfin, il y a aussi combien t'en as par jour. On va raconter ça à la suite. C'est que si t'en as une fois de temps en temps, c'est très perturbant. Ça reste en toi 5 minutes ou pas, tu le dis. Puis bon, tu passes à autre chose. Mais quand c'est toute la journée. Oui, mais après, tu crées ça. C'est-à-dire que moi, j'ai eu cette première phobie d'impulsion qui m'a vraiment, c'est une forme de traumatisme à ce moment-là. Ah ouais. Et du coup, j'avais peur de ça. Du coup, j'avais peur que ça recommence. Et en fait, tu crées ce truc-là. Là où il y a des gens, ils le laissent, c'est pas si important, et ils passent à autre chose, et du coup, ils entretiennent pas ce mécanisme. Moi, ce mécanisme, il me faisait tellement peur, et je le comprenais tellement pas au début, que à essayer de l'éviter, à machin, en fait, tu crées une réalité là-dessus, et ça devient, c'est de plus en plus présent dans un quotidien. Et puis en plus, toi, t'as déjà un caractère à être dans le contrôle. Tu le dis avec la boulimie, etc. Ouais. C'est toujours une forme de protection par essayer de contrôler les choses. Et donc, là où une autre personne aurait lâché prise dessus en disant « Bon, tant pis, je suis pas parfaite, toi, tu te dis « Il faut absolument que je règle le problème. » Il y a ce truc qui m'a collé à la peau très longtemps, c'est mon désir de perfection. Et c'est lui qui a créé cette anxiété. Enfin, en tout cas, tout est lié. Après, je parle vraiment et c'est important de le dire, de mon expérience perso. Je suis ni psy, ni... Voilà. Et c'est important d'être accompagnée par des vraies personnes qui peuvent vraiment, parce que c'est des sujets importants, qui se traitent très bien et qui sont très connus, mais en parler, c'est la clé. Bah, la preuve. T'es l'une des potes que j'ai qui est le plus stable et sereine et bien dans sa peau. Alors, ça veut pas dire que t'as tes sujets, mais ça fait vachement de bien aussi de te recevoir parce que t'es vraiment la preuve vivante qu'on peut passer par cette étape-là et donc travailler sur soi et aller mieux et être sereine, bien dans ses baskets, ancrée. Exactement. Voilà. C'est pas du tout une fatalité. Mais ici, on n'est pas du tout des psys. Hein. Je raconte en permanence mes fails, mes bides. Moi, je suis même pas une sachante. Hein. Moi, j'écoute, je rebondis, je suis en mode peut-être que t'étais dans le contrôle, mais c'est tout. Mais effectivement, ce désir de perfection chez moi et cette capacité à ne pas vouloir regarder mes zones d'ombre, parce qu'on a tous des zones d'ombre. Et je parle même pas de violence ou de choses dark ou machin. Juste, on a des zones d'ombre, en fait. Et moi, je voulais tellement tout le temps être dans la réussite, dans la perfection, qu'à un moment, la vie m'a mis un truc dans la gueule. En fait, sans j'en serais pas là dans ma vie sans ce passage-là. J'ai mis du temps à l'accepter. Mais en fait, j'ai été obligée. J'étais obligée d'avoir un mur de cette taille-là pour dépasser ce que j'avais à dépasser. T'es en train de me faire le cliffhanger, Manon, là. C'est hyper intéressant ce que tu dis, mais tu vas beaucoup trop loin, beaucoup trop vite. Ici, c'est mon podcast, pas le tien. Donc, t'as cette premier truc. On en a déjà parlé une première fois dans notre épisode précédent, donc je vais pas revenir 1000 ans là-dessus, mais c'est quand même intéressant quand tu dis j'avais tout, mais je me sentais pas remplie à l'intérieur. Mais pourquoi ? Parce que j'avais tout dans l'illusion. Dans mon désir d'être parfaite, dans mon désir d'être noble, de réussite, en tout cas le sens que j'en avais, et en m'éloignant de moi, qui j'étais, mes vrais besoins profonds, de mes propres valeurs, et en fait ça crée un décalage. Et d'ailleurs j'avais eu la chance de faire un stage avec un conférencier qui s'appelle Franck Lobé, que vraiment c'est un homme que j'aime énormément, que je le recommande. Enfin, en tant que conférencier, je le connais pas moi personnellement, à part le stage que j'ai fait avec lui, et il m'avait dit sur les phobies d'impulsion que ça touchait beaucoup les gens qui avaient l'impression de pas être dans la bonne vie. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, alors ça veut pas dire qu'on doit tout changer du tout au tout, c'est pas du tout ça. Mais ça a dû faire un déclic chez toi. Bah, alors j'avais déjà passé cette phase quand on en a parlé, mais c'est vrai que je me suis dit, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais à côté. J'étais à côté de tout, et je pilotais ma boîte de manière automatique. Mon couple, je voyais bien qu'il y avait des choses qui nous séparaient vachement, mais je m'étais engagée, ça y est, émotionnellement, j'étais amoureuse, donc voilà. Début de la trentaine. C'est ça. Cette pression d'avancer aussi. C'est ça. Et du coup, je pense que j'ai juste foncé sur un chemin sans trop me connaître, alors que je suis quelqu'un qui a beaucoup travaillé déjà sur elle depuis longtemps, mais je pense que le dur et le vrai travail où j'ai commencé à enlever toutes les couches de l'oignon, tu sais, pour revenir à quelque chose de simple, il s'est fait vraiment à ce moment-là. Et effectivement, il y avait plein de choses avec lesquelles j'étais pas alignée. C'est dur à accepter cette leçon de la vie, mais c'est tellement vrai que la vie nous donne 2-3 exemples à chaque fois pour qu'on capte
une leçon, et puis si on capte pas, elle tape dans le dur, quoi. Ouais, bah ouais. Et on en a déjà parlé, moi je me rappelle d'un soir au Cornichon, ce bar-resto où on avait eu une discussion sur le sujet, sur sur le domaine amoureux. C'est dur à digérer ça, que la vie nous met plusieurs fois face à un truc qui va pas, et que si on veut pas l'entendre, elle va passer à la vitesse supérieure. Ouais. En fait, c'est dur à digérer quand t'es encore dans le process. Mmh. Une fois que le process est terminé, t'es en paix avec ce... T'es en mode merci du cadeau, c'était mal emballé, mais quand t'es dedans, c'est super dur. C'est dur. Et puis t'as pas envie, en fait. Mais non. T'as pas envie de te dire que putain, t'es pas encore, t'as encore du taf et il y a encore ce... Laissez-moi 1 ou 2 ans de répit. En fait, moi je me dis ça parfois, mais non, en fait, la vie c'est pas ça. Non, mais après, je sais pas si, je pense que tu l'expérimentes aussi, mais des choses qui nous font avancer, on en a toute notre vie et je nous le souhaite. C'est juste la gestion et la violence, c'est beaucoup plus modéré. Quand on sait écouter dès le départ. Quand on a construit déjà un socle solide, après, c'est beaucoup plus OK, en fait, ce que la vie nous envoie. Je vous l'ai dit qu'elle est stable et équilibrée. Tout ça pour revenir. Alors, donc, on va rembobiner parce que moi, je veux comprendre vraiment dans le détail ce qu'est ton quotidien pour ceux qui le vivent, parce que c'est vraiment un sujet que dont on entend très très peu parler, hein, franchement. Oui. Et j'ai envie que déjà les personnes qui se reconnaîtront puissent se dire je suis pas toute seule, ça fait du bien. Il y a quelqu'un pas toute seule et vous n'êtes pas fou. Voilà, exactement. Et puis pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est, pouvoir mieux l'appréhender pour avoir plus d'empathie ensuite. Ouais. Donc tu as cette première crise. J'ai cette première crise et naturellement, comme n'importe quel humain qui aurait pas cette sensibilité psychologique, je me juge énormément. Et c'est peut-être la chose la plus dure dans les phobies d'impulsion, c'est le jugement et la sentence qu'on fait tomber sur soi. Et c'est pour ça que l'entourage aussi, c'est important de connaître ça aussi, même si on n'est pas touché, parce que c'est vraiment ce jugement qui peut être aussi très très dur et qui t'enfonce. Ouais. Donc j'ai cette première crise et je me demande ce qui m'arrive. J'ose à peine. Alors j'en parle tout de suite quand même. J'en parle tout de suite à mon mec. J'ose dire ce qui se passe. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup beaucoup aidé dans le process. C'est moi, c'est vrai que je suis quelqu'un en mouvement tout le temps. Je me laisse pas tomber. Donc ça a été très très dur pendant 1 ou 2 ans vraiment. Mais j'ai jamais arrêté d'essayer avec des moments de désespoir total, mais j'ai jamais arrêté d'essayer d'avancer et tout ça. Donc j'ai cette première crise et puis en fait après ça, je me souviens plus exactement, mais ça s'accélère très vite et du coup j'essaye d'éviter des situations parce qu'un couteau me fait peur, tu vois. Donc j'ai essayé de pas avoir de couteau, j'ai essayé de... Ça se manifestait comment? Est-ce qu'il y avait des trucs en particulier? Tu parlais du métro, est-ce que c'était récurrent? Est-ce que... à un moment, là où c'était le plus présent, quotidiennement je luttais contre ça. Oh là là. Donc en fait, ça te demande une énergie folle. C'est ça. Et je continue à fonctionner, et je continue à faire ma vie, et je me suis jamais enterrée sous ma couette à être dans le noir et à plus... j'ai continué, mais... Et à être médiatisée parce que ta boîte prenait de l'ampleur, donc à sourire. Oui. T'es mannequin, donc... oui, et en même temps, tout ça m'a tenue aussi. Ça m'a tenue dans le monde réel, ça m'a tenue dans... Mais juste, l'énergie que je devais déployer pour fonctionner, elle était énorme. Et là, tu vois, en t'en parlant, je réalise à quel point j'ai de la ressource. Parce que c'était... c'est fou l'énergie que ça demande de lutter contre ça tout le temps. Et donc, tu te réveilles le matin, c'est quoi ton quotidien à ce moment-là? Il y a quand même des moments où t'es un peu tranquille, tu vois, donc tu peux avoir quelques heures où t'es un peu tranquille, et puis d'un coup, et en plus, le pire, c'est que ça vient saboter souvent des moments qui sont très cool. Il y a un espèce d'auto-sabotage là-dedans qui est énorme. Okay. Tu te tues toi-même, quoi. Et donc, des moments de joie, les moments en famille, par exemple, devenaient un stress pour moi. Alors que, comme je te disais, c'est mon refuge et c'est mon... Donc, c'est cette gestion-là qui est très, très dure, c'est ce qui m'a rendue le plus malheureuse. C'est de pas savoir où me réfugier. Donc j'étais obligée d'avancer, en fait. En fait, c'était comme si j'étais vraiment sous la tempête, j'avais plus de refuge. Donc là, en fait, tu mets un pied devant l'autre en espérant qu'à un moment, ça se termine, quoi. Mais du coup, le quotidien est épuisant. C'est de l'anxiété. C'est une... Je pense que clairement, à ce moment-là, c'est un état dépressif qui se voit pas de l'extérieur parce que t'es en mouvement et que tu fais ta vie. Mais j'étais en mode survie. Ah, mais survie de fou. Et d'ailleurs, je me disais à ce moment-là, si la vie, c'est ça, je tiendrai pas une vie. Non mais
Tu m'étonnes. C'était vraiment ça. Je me disais: «OK, je continue, je lâche pas, j'avance, hein». J'ai jamais eu de pensées suicidaires ou autres et tout ça. Mais je me disais: «Si la vie, c'est ça, c'est pas possible, je tiendrai pas toute une vie», tu vois? Et c'était toujours toi qui provoquais des actions, destructrices? Est-ce que c'était, C'était souvent moi qui faisais du mal. OK. Et en fait, ça, je pense que ça vient de ma peur immense qu'on ne m'aime plus. Oh! Tu vois, qu'on me rejette, qu'on m'abandonne, et je pense que c'est un truc que j'avais en moi. C'est Et en fait, intéressant. c'était du coup le truc qui pouvait faire que le monde entier m'abandonne. Et du coup, en fait, je me confrontais du coup à ma plus grande peur. Je me disais: «Mais un jour, je vais être, tu vois, seule». Et il y en a d'autres, il y a des gens qui ont des phobies d'impulsion. Par exemple, j'avais écouté un podcast, d'une jeune fille, qui avait trop peur d'être pédophile, par exemple. Alors elle osait pas avoir d'enfants. Elle osait Oh! pas s'approcher d'enfants, elle osait pas, sauf qu'un pédophile, il a pas peur d'être Non, pédophile. non. C'est et donc voilà, ça se matérialise pour chacun différemment. OK. Et moi, je pense que c'était lié à cette peur de l'abandon. Ouais. Et du coup, ces flashs me mettaient dans la situation la pire qui puisse exister pour que tout le monde m'abandonne. Presque pour te rassurer inconsciemment en me disant: «Je vais répéter ce scénario où je vais jusqu'au bout pour voir ce que ça donne, pour déjà processer les émotions qui m'arriveront forcément». Tu vois ce que je veux dire ou Ouais. pas? Oui, il y a c'est parfois ton cerveau, il pense se rendre service en créant Ouais, une c'est espèce ça. d'histoire, qui est pas du tout, la vérité. Ça le fait à toutes les échelles, à chacun quand C'est on ça. Sauf que voilà. toi, c'est puissance 10 000. Ah ouais, c'était, Et quand vraiment on très dur. parle à ton entourage, bon, j'imagine que tu le dis pas, dès qu'il y a une pensée parce que sinon, ce serait Non, après invivable, il y mais avait des moments de grande anxiété où de toute façon ça se voyait, c'était dur pour moi. J'avais quand même du mal à connecter avec, la c'est réalité. ça, regarder les gens dans les yeux et tout, je sais. Ouais. Ben, j'en ai quand même vite parlé. Après effectivement, pas à tout le monde au début parce que tout le monde n'est pas capable Ouais, bien de sûr. après je suis quand même entourée, et c'est l'entourage que je me suis créé, de gens qui ont une compréhension de l'humain assez poussée. Mmh. Donc j'ai cette chance-là dans ma famille Mmh. aussi. Mmh, J'ai mmh, cette chance-là d'avoir, mmh. un grand frère qui Mmh. m'a accompagnée là-dedans, où je me suis jamais sentie, Mmh. jugée Qui est très ou folle sensible, ou à côté, empathique. ouais. Mmh. Après j'ai 2 autres frères qui sont un peu moins là-dedans, juste ils comprennent pas, ils disent: «Bah, arrête d'y penser», tu vois? Oh putain, Mais j'en j'aimerais rêve, être mais un putain, homme! donnez-moi le bouton! Tu es triste? Arrête! Tu le connais ce mème ou pas? Non. Oh putain, je vais te le mettre ici, mais c'est incroyable. D'accord. Non, mais donc j'étais quand même assez entourée. J'avais une psy aussi, Ouais, qui m'a très vite, en fait, tout de suite, j'ai très vite eu la chance qu'on me dise: «Mais je connais, c'est OK, tu n'es pas ouais. folle, Déjà, ça fait tu n'es vachement de pas bien folle». de donner un terme à ce truc-là. Ah mais oui, oui, Mmh. ça complètement. Et en fait, c'est vrai que quand j'en ai parlé autour de moi, il y a beaucoup plus de gens qu'on imagine qui Mmh. sont touchés Mmh. par ce truc-là. Et j'ai des amis très proches même, Ah qui en ouais. avaient jamais parlé et qui avaient ça depuis longtemps, bien plus longtemps que moi. Et je me suis dit: «OK, c'est cool en fait au lieu d'être chacun dans son coin à se débattre avec sa Ouais. petite guerre intérieure qui est hyper hard et dark, bah, de ça tu peux en faire quelque chose». Et c'est des sujets qui sont durs à assumer, et je Mmh. pense qu'il faut un peu de recul aussi pour en parler, Mmh. parce que Bah oui. il faut l'avoir digéré, Mmh. accepté et savoir que c'est loin de toi et que c'est Mmh. pas du tout ton identité. Mais très vite quand même, j'ai eu cette chance d'être bien accompagnée. En fait, le souci, c'est que tout part du fait qu'on ressente de la honte lorsqu'on a des pensées comme ça. Bah, évidemment, ça mure tout le monde dans le silence. Ouais. Personne va arriver chez ses potes en disant: j'ai vu un bébé, j'ai voulu le» Ouais. tu vois? Ouais. Donc évidemment que l'info circule pas et en plus de ça, parce que ce sont des images qui sont très violentes et donc très difficiles à voir et à ressentir, on a tout de suite envie de les mettre sous un tapis parce que aucun être humain prend plaisir à ressentir ça. Non, mais Donc plus mettre sur le ouais. tapis, sous le tapis, plus ressentir de la honte, Mmh. bah, personne communique sur le Ah bah, sujet. évidemment, c'est un sujet où, évidemment, tout est Ouais, réuni pour ne pas en mais parler. c'est ça. Et c'est le plus grand drame des personnes qui vivent ça dans le silence, je pense, c'est que ça peut isoler, en fait. Si on n'a pas cette, capacité, cette possibilité d'en parler, ça peut vraiment, vraiment isoler. Mmh. Donc pour moi, c'est la clé de ce truc-là, c'est justement d'en parler, de la communication. En fait, le plus dur là-dedans, c'est
Et on va parler de toi, quelles ont été les étapes pour t'en sortir et puis aussi peut-être des... Alors, encore une fois, t'es pas pro, mais peut-être que t'as des tips qui ont bien marché sur toi qui seront toujours intéressants. Mais j'ai l'impression que faut peut-être presque aller à contre-courant de notre instinct en lâchant prise au lieu de mettre sous le tapis. Ça, c'est exactement ça. Dur. C'est exactement ça. En fait, moi, une des premières choses qu'on m'a dites, alors déjà, quand j'ai eu ces phobies d'impulsion, je me suis dit, OK, bah là, franchement, je suis au fond. Enfin, franchement, je suis au fond du trou, quoi. Je me suis dit, je veux bien tout essayer. Toutes mes barrières sautent. Je veux bien essayer des chamans, la psychologie. J'étais là, je suis un cobaye, en fait. Allons-y, quoi. Et une des choses qu'on m'a dit aussi, c'est, mais accepte. Et au début, le fait qu'on me dise accepte, ça me terrorisait encore plus. J'avais l'impression que si j'acceptais, je devenais cette personne dans mes flashs. Alors, on me disait ça me coupait le souffle et tout. J'étais là, mais attends, comment tu peux me dire d'accepter et tout? Mais en fait, c'est pas du tout de cette acceptation dont on parle. On parle d'accepter que ça fasse partie de toi d'une manière ou d'une autre. Pas l'action en lui-même, mais juste cette anxiété, que ça fasse partie de toi. Et de pas juger ça, de pas venir créer, comme je disais tout à l'heure, une sentence en plus. Ça ne définit pas ton identité, loin de là. Ça ne définit pas qui tu es. C'est pas et c'est ce truc-là à accepter, de se dire ok, la complexité de mon être, la complexité de ce que je suis. On n'est pas que lumière, on est ombre aussi. On a tout ce truc-là et d'accepter cet ensemble et tous ces paradoxes qui vivent en nous, toutes ces oppositions et de lâcher effectivement parce qu'il y a une forme de contrôle avec ces choses-là et de mais ça doit être d'autant plus dur cette phase d'acceptation parce que, et c'est pas forcément vrai, mais on se dit qu'il faut faire le deuil de la personne d'avant. De toute façon, c'est une mort pour une renaissance. En général, quand tu traverses une période comme ça, c'est... Mais c'est dur parce que dans ces cas-là, on se dit avant j'étais, et en acceptant qu'en ce moment c'est le cas, c'est terrifiant parce qu'on se dit peut-être que la nouvelle moi, c'est cette personne-là. Exactement. En fait, moi, j'étais terrorisée. Déjà, j'avais jamais su lâcher dans ma vie. Depuis petite, j'entends « mais lâche prise, Manon, mais lâche prise ». Chez le masseur, tu dois avoir le dos comme ça. Mais c'est même pas tant dans le corps et tout, mais c'était une notion que je captais pas tant que ça. J'étais là, ouais, ok, je vois la définition écrite, mais... En plus, ça marchait bien pour toi, pourquoi lâcher? Ouais, je voyais pas où ça résonnait et tout, mais on m'a toujours dit ça. Et en fait, moi, dans ce moment-là, j'avais l'impression de devenir devenir une nouvelle version de moi, mais une version qui me terrorisait. Et en fait, c'est comme si j'avais à ce moment-là la main sur une porte, qu'il fallait que j'ouvre cette putain de porte pour passer ce cap, mais que derrière cette porte, j'étais terrorisée. J'avais l'impression que j'allais tomber, même quand je faisais des séances en énergétique ou autre, j'avais peur qu'on touche à un truc, que ça explose, j'avais peur de me transformer en monstre, j'avais peur, j'étais d'une fragilité, d'une fébrilité absolue, c'est un manque d'estime de soi et de confiance de soi aussi, plutôt d'estime de soi très fort à ce moment-là. Mais je me disais, mais ok, je veux bien lâcher, mais les gars, vous savez pas ce qu'il y a derrière et ce qu'il y a, c'est horrible. Et tout le monde me disait, mais non, il y a rien derrière cette porte, il y a de la lumière. Et je disais, non, mais vous savez pas, c'est horrible. C'était ça mon état d'esprit à ce moment-là. Et du coup, t'as envie de faire confiance aux gens, mais t'as aussi envie de leur dire, tu sais pas et moi je sais. Et ce que je sais, c'est que c'est horrible, tu vois. Et puis au fur et à mesure, à force d'entendre, à force de travailler, tu finis par croire que oui, peut-être il y a de la lumière derrière ça. Tu finis par croire que oui, peut-être ça te définit pas. Tu finis par et t'avances comme ça, petit pas à petit pas. Et puis après, tu recules. Et ça, je trouve que c'est des moments très très difficiles. Quand t'as l'impression d'avoir passé un cap et que tu retombes un peu là-dedans, parce que c'est des process qui mettent du temps, toute évolution. Puis surtout, on pense qu'une guérison, c'est comme ça même. Pas du tout. Pas du tout. Et d'ailleurs, c'est les phases les plus difficiles des guérisons. Je trouve que c'est dans les moments où tu rechutes. Et moi, j'ai eu des moments de désespoir en mode, mais putain, donc c'est ça ma vie. Et je revenais toujours à ce truc de, je ne pourrais pas vivre comme ça. Parce que en fait, et c'est en me débarrassant de tout ça que je me rendais compte à quel point je suffoquais. À quel point je ne vivais pas, à quel point j'étais en mode survie, mais même avant mes phobies d'impulsion, en fait. C'est-à-dire que toute cette période a nettoyé bien plus que juste mes phobies d'impulsion. C'est fou parce que ce que tu me racontes, je l'ai vécu avec un tout autre domaine quand j'ai eu un choc dont j'ai parlé dans d'autres épisodes. J'ai développé des douleurs neuropathiques très très fortes, comme la sensation d'une brûlure au 2e degré sur la peau, et je ressentais cette brûlure du matin au soir. Et c'était uniquement psychologique, mais les nerfs étaient endommagés, tu vois, gonflés, etc. Mais c'était à cause de ça. Et c'est horrible, tout ce que tu décris, je vois très très bien où ça a duré plus de 2 ans.
Et après la première année, tu ne te rappelles même plus ce que c'est d'être avec un corps sans douleur et un esprit qui est apaisé, et ça te brise le cœur pour toi, et tu dois avancer et continuer, et comme tu dis, les rechutes, tu n'arrives même plus à toi te visualiser guéri. C'est horrible. En fait, moi, à un moment, j'ai vraiment cru que c'était mon état de vie. Ouais, c'est ça. Et ça, il y a de quoi tomber dans une grosse dépression. Hein. Si tu restes bloqué là-dedans, ouais. c'est très, très dur. Ouais. C'est très, très dur. Et ce qu'on voit pas, c'est que les moments de rechute, en fait, t'es clairement en train de continuer à progresser, mais sur le coup, tu le vois même, pas. En général, c'est même des grosses étapes que tu passes. Oui. Parce que tu comprends qu'il faut que tu lâches un peu plus. Ça vient forcément retaper dans un truc et tout. Et la vie est quand même vraiment bien faite parce que tu as des petits moments d'accalmie entre deux qui sont nécessaires pour reprendre ton souffle. Et après, tu te retapes la tête dans un truc, mais c'est comme un entraînement intense, tu vois. Tu fais du fractionné, tu respires, tu repars dans le dur, tu respires, mais c'est ça, quoi. Non, mais je rigole parce que toi, tu fais de la course. Moi, je hais ça. Non, mais bientôt, je vais la mettre à la course à pied, Paulette au marathon. Pas du tout. Mais commence par venir t'entraîner au ping-pong avec moi. Et Ok, si je viens au ping-pong, tu viens courir ? Ouais. Ok, c'est enregistré. Ok, Paulette. Je pense que tu vas plus t'amuser que je vais m'amuser. Bah ouais, mais je pense que ça va être plus facile pour moi que pour toi. C'est sûr, meuf. J'en ai signé mon arrêtement. Bon, bref. Mais ouais, il y a vraiment cette notion de c'est un long travail. C'est un long travail. Mais au fur et à mesure, quand même, tu as de la lumière et tu t'accroches à ça et t'avances. C'est pas que du noir tout le temps sur le chemin, et heureusement. Heureusement. Mais en plus, ça dure 2 ans, quoi. Parce qu'au départ, on se dit 2-3 mois, allez, et puis tout le monde doit te rassurer en te disant, tu vas faire 2-3 séances d'hypnose et ça va passer, et c'est pas le cas. Après, et ça reste. Oui, après, c'est différent pour tout le monde. Moi, mon chemin, il était celui-là, je te parle de 2 ans pour vraiment être dans l'acceptation totale, ne plus avoir peur de ça, ne plus que ce soit plus un sujet pour moi et tout ça. Heureusement que tu le sais pas au début, mais comme n'importe quoi que tu commences, parfois il vaut mieux pas savoir en fait le chemin que tu vas prendre. Et s'il y a des gens qui sont pleins dans leur phobie, vous pouvez aller beaucoup plus vite sur des sujets. Enfin, ça, vraiment, c'est très vrai. C'est vraiment des schémas ça, différents. pour le coup, pareil, ce truc de la maladie, j'avais commencé à googler et je lisais des trucs abominables en mode ça fait 1 an et demi, ça a pas changé, moi ça fait 8 ans. En fait, c'est des conneries de regarder ça parce que chaque personne a un fonctionnement interne différent, une histoire différente. Des ressources différentes. Des ressources différentes. Parfois, t'as des déclics qui viennent de nulle part parce que t'as processé le truc aussi physiquement, pas que mentalement. Donc, par pitié, vraiment, t'as trop raison de le dire, ne vous comparez pas parce que tout le monde a son rythme. Exactement. Voilà. Et même après 8 ans, tu peux t'en sortir, tu vois. Tout à fait. Voilà. Et je pense il y a des gens qui ont développé ça très jeunes et qui ont l'impression qu'ils vont devoir vivre avec ça toute leur vie, mais non, vous n'êtes pas obligés, en fait. C'est ça le truc de ouf. C'est que on peut vivre autrement. Tout Exactement. Tout à fait. Et après, je pense que c'est toujours intéressant de travailler l'esprit et le corps en même temps. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidée dans tout ça. C'est que j'ai été travailler avec une psy, un peu en EMDR et d'autres choses. Et j'ai travaillé sur le corps aussi, sur toutes ces mémoires, sur toutes ces crispations, sur tous ces... Et c'est un moment, en fait, où on a vraiment besoin de prendre soin de soi. Parce que ces violences qu'on s'impose, c'est vraiment quelque chose qui est un peu dans l'autodestruction, qui est de l'ordre du manque de l'estime et tout ça. Et en fait, dans ces moments-là, on manque juste cruellement d'amour. Donc, c'est vraiment important de se dire, OK, la lumière, elle est peut-être là, elle est peut-être dans cet amour et dans cet accompagnement que je vais pouvoir me donner, quoi. De la douceur. Ouais. Beaucoup de douceur et... Mais c'est dur parce que c'est hyper en opposition avec la violence de ce que tu vis. C'est hyper dur. Et puis quand t'es dans ce truc de la boulimie, j'en ai fait aussi, ma mère aussi, comme beaucoup de femmes malheureusement, donc je vois très très bien le processus. Il y a toujours ce truc tu essayes de contrôler ton mental. Et plus tu rates, plus tu renforces le truc, et donc tout reste à l'intérieur de la tête, alors que les émotions, elles, sont stockées dans ton corps. Donc, il y a une sorte de dissonance entre les deux. Et si tu travailles que ton mental chez le psy, mais que t'as pas cet accompagnement, comme tu le dis... beaucoup moins vite. Beaucoup moins vite. Ou alors, tu stagneras, peut-être même carrément à des moments. C'est vraiment ultra, ultra nécessaire. Et puis, tout n'est pas obligé de se faire
en fait, toutes les avancées ne sont pas obligées d'être violentes. Parfois, il y a des choses qui peuvent passer comme ça dans le corps, et en fait, c'est juste passé et tu réalises que c'est un cap énorme qui vient de se jouer. Tu vois, faut pas avoir peur d'avancer. C'est pas toujours violent d'avancer. De fou. Et parfois même, tu te rends pas compte que tu te rends compte après, en fait. Et d'ailleurs, souvent, quand tu passes vraiment un cap sur un sujet, tu le sais même pas. C'est quelques temps après, t'es confronté à un truc où moi, par exemple, sur des sujets, quelqu'un me l'a dit une fois, genre, en fait, là, t'as vraiment choisi le bonheur. Et j'étais là. Ah ouais? Bah ouais. Tu vois? Et en fait, quand t'as dépassé le sujet, c'est même plus un sujet. Tu vois ce que je veux dire? Il existe même plus. Donc, il y a des choses qui se font comme ça, en douceur, qui se construisent. Et juste après, avec un peu de recul et de temps, tu te dis, ah ouais, waouh. Ça doit même être dingue pour toi de raconter cette période-là parce que c'est une autre personne, non, qui raconte ça. C'est vraiment une autre version de moi-même. Et pour moi, c'est vraiment aussi cette transition entre l'enfance, l'âge adulte, qui pour moi a été assez violente. Et il y a plein de femmes, moi ça arrive à mes 30 ans, et je sais que pour plein de femmes ou d'hommes, moi mon père m'avait dit, entre mes 30, 33, 34 ans, c'était les années les plus difficiles de ma vie. Ça fait du bien. Parce que c'est pas facile. Non, mais c'est vrai, c'est des années qui te challenge sur beaucoup de choses. C'est déjà des années où tu peux plus trop te mentir, ou en tout cas si t'es dans une recherche d'authenticité envers toi-même et d'un peu d'alignement, tu peux plus trop te mentir, t'es obligé d'avancer, la vie te confronte si t'as pas fait trop le taf. Après, ça dépend des profils, t'en as qui traversent comme ça sans se poser de questions. Moi, je sais que je fais pas partie de ces gens-là. Non plus. Donc après, on dit là avec ce qu'on est, et c'est génial, ça m'apporte aussi d'autres choses dans ma vie. Je changerai pas ce truc-là. Avant, j'ai voulu le changer, je me suis dit, waouh, j'aimerais bien que mon cerveau soit tellement plus simple, j'aimerais bien avoir cette capacité juste à me poser sans réfléchir, sans machin. Vraiment, j'ai vraiment un moment où je refusais cette partie de moi et où j'étais en colère contre cette partie de moi. Aujourd'hui, je la chéris, et parce que évidemment, quand on sort avec une richesse et un espèce d'enracinement. En fait, c'est ça, j'ai l'impression d'être un arbre, d'avoir vraiment été chercher mes racines. Ça a été douloureux, mais elles sont là, et quand t'apprends à faire du vélo, tu sais faire du vélo toute ta vie, quoi. Donc aujourd'hui, j'ai plus peur, je sais. Je peux sortir. Vraiment. Je sais. Ça se sent, ça se sent. Ouais. Et du coup, c'est vrai que t'abordes la vie avec beaucoup plus de sérénité. Et ma sérénité, elle vient de là maintenant aujourd'hui. Ouais, quand t'as connu des grandes épreuves de vie, tu te dis clairement, je m'en suis sortie, je peux à peu près me sortir de tout. Tu fais plein de séances à ce moment-là pour essayer de trouver des pistes de guérison. Je me rappelle qu'une fois, tu m'avais dit que l'hypnose chez toi, parce que tu avais cette terreur du lâcher-prise, ça n'avait pas du tout fonctionné. Est-ce que tu te sens de raconter ? Oui, carrément. En fait, c'est vrai que j'avais testé l'hypnose, je testais un peu tout. Et effectivement, lâcher prise, c'était très compliqué pour moi, et j'avais toujours peur d'arriver dans quelque chose de très sombre si je lâchais. Et j'avais fait une séance d'hypnose, c'était ma 2e ou 3e séance. Et sous hypnose, j'avais une espèce de vague qui me tapait la tête comme ça en permanence, et j'arrivais pas à la faire partir. C'est-à-dire que l'hypnothérapeute me parlait et tout ça, et j'arrivais pas, j'avais ce truc-là. Donc tu te faisais un peu noyer, quoi. Je me faisais noyer, je me faisais malmener. Et du coup, l'hypnose continue d'avancer. Et puis là, elle me sort de l'hypnose, et je sens que j'arrive pas à sortir. J'ai toujours cette vague il se passe plus rien d'autre que cette vague qui vient me taper la tête, quoi. Et j'ouvre quand même les yeux un peu de force, parce que je me dis, faut que je revienne. Et je reviens, et j'étais assez mal, tu vois, un peu blanche, un peu des vertiges et tout ça. Et du coup, elle m'a remise sous hypnose pour essayer de me ressortir de l'hypnose, et elle me faisait monter des marches, tu vois, pour quand t'es sous hypnose, pour revenir à un état de conscience, voilà. Et je n'arrivais pas à remonter ces marches, quoi. Il y a un truc qui me tirait dans le noir en arrière, mais c'était ça allait avec la violence qui vivait en moi, quoi. Et qui me tirait, et elle a fini par me sortir d'hypnose. Et je vous rassure, personne ne reste bloqué en hypnose. Hein. C'est vraiment encore ici un cas particulier. Ouais, mais c'est traumatisant. C'était traumatisant, mais c'est très, très... Elle n'avait jamais vu ça, elle, par exemple. Donc, je veux pas... Voilà, les gens... L'hypnose, vous pouvez y aller, c'est bien accompagné, évidemment. Mais en fait, je pense que moi, ça n'allait pas avec mon trouble du moment. C'était ma peur. J'essayais de lâcher prise à tout prix et passer par tous les chemins. Mais allez, lâche prise, ça marche pas. Non, tu veux lâcher prise, tu vas voir. En plus, c'est horrible parce que ce moment-là, ça te confirme dans cette pensée qui n'est pas vraie, mais tu te dis, tu vois, j'avais raison de ne pas accepter ma part de noirceur, parce que dès que je veux aller vers elle, elle me tire vers le bas, quoi.
Oui, mais là, je pense que dans l'hypnose, on voulait même pas aller sur ma part de noirceur. Tu sais, l'hypnose, je sais plus ce qu'on explorait exactement à ce moment-là, mais c'était même pas ce que tu cherches forcément en hypnose. Je sais plus le sujet, ça aurait été intéressant, mais je pense que ouais, il y a ce côté que je voulais pas lâcher, j'étais pas prête à lâcher Et tu disais, justement, derrière la fameuse porte, «Faites-moi confiance, il y a que du noir, regardez ce ouais, qui se passe». ouais. Alors que non, mais Oui. c'est horrible, tu Ouais. vois? Parce que ça confirme une fausse pensée En fait, chez toi. c'est vraiment venu me dire: «Regardez, je suis pas comme les autres, je vous l'avais Mais dit». oui, c'est atroce, ma pauvre. Ouais. Mais du coup, je suis juste passée sur d'autres choses parce qu'il y a plein de en fait, il faut faire ça avec quoi on est à l'aise. Et qu'est-ce qui a marché chez toi? En fait, c'est très difficile pour moi de dissocier une technique qui aurait marché. Ouais. Parce que c'est vraiment un ensemble de plein de choses, de passer par le corps, de passer, moi j'ai une chiro à Paris que tu vois Qui est aussi d'ailleurs, incroyable. donc elle qui J'en travaille ai parlé dans vraiment plusieurs c'est épisodes vrai? même, ouais. Ouais, on l'adore et c'est une femme qui m'a Raconte comment elle fonctionne, c'est intéressant. en fait, donc c'est Pauline qui s'appelle aussi Pauline, pardon. Donc c'est Mmh. Pauline qui travaille sur le système nerveux et Mmh. donc le système nerveux qui est, vraiment tout le long de la colonne Mmh. vertébrale et jusque dans la nuque et tout ça et comme on disait, le corps a quand même beaucoup de mémoire. Il prend même des postures, moi, Mmh. par exemple, j'étais beaucoup, les épaules rentrées, un peu en avant avec la nuque un peu Mmh. tendue et ça, c'est aussi ce côté de porter sur ses épaules quelque chose de trop lourd, Mmh. et tout ça. Mais du coup, elle travaille très en douceur. Donc elle va travailler Ouais. qu'avec ce que le corps est capable d'accepter Mmh. et en fait, elle va recréer des liens entre tes propres, connexions Mmh. corporelles, tes propres énergies, tes propres ressources, en fait, de Mmh. retrouver un peu ce pouvoir que tu as et cette énergie. Parce que moi, à ce moment-là, c'était même pas de la sous-énergie, c'est qu'il y avait plus Bah d'énergie oui, vitale dans mon corps. normal. Et du coup, ça, c'est des petits déclencheurs, tu vois? Alors c'est pas Ah game ouais. changer du jour au lendemain. Il faut vraiment prendre le temps, le faire, Mmh. être à l'écoute de son corps, observer. Ça, je pense que ça m'a beaucoup aidée. Mais Mmh. pareil, au début, par exemple, les premières séances avec elle, je me souviens, j'avais envie de crier tellement c'était inconfortable pour moi. J'avais envie de crier, j'avais envie d'insulter, ça me créait quelque chose d'assez difficile. Ouais, Là où maintenant, je m'endors à chaque fois, je suis trop contente d'y pareil. être, c'est Ouais, génial ouais. et voilà. Mais c'était dur et pareil, j'avais peur qu'elle touche un truc qui fasse tout déconner. Et du coup, dès qu'elle Et en arrivait en plus, fait tu es en séance avec d'autres personnes, ouais, donc ouais et dès qu'elle arrivait au niveau du cerveau reptilien, qui est le mmh. cerveau, hein, qui est à la base de tout ça puisque c'est celui qui crée, Mmh. tout ce qui est, Les mécanismes de défense. tout ce Mmh. qui est de l'ordre de ta survie. Mmh. Donc en fait, moi, cette partie de mon cerveau avait carrément pris Mmh. l'entièreté de ma personnalité Mmh. et dès qu'elle s'approchait de ça, c'était super difficile pour moi. C'est-à-dire que j'avais envie de, péter un C'est plomb, quoi. ouf. Ouais. Alors que maintenant, il est apaisé Mmh. et qu'elle peut y aller sans problème, tu vois? Donc il y a ça qui m'a beaucoup aidée. Il y a bien sûr ma psy Mmh. qui me connaissait, Ça, c'est à base déjà de d'avant donc ça a été vraiment le côté, ces phrases de «les fous, ils savent pas qu'ils sont fous, ils ont pas peur d'être fous», mmh. elle m'a vraiment rassurée sur la normalité des choses et sur le Mmh. fait, elle m'a pas dit que je devais aller voir un psychiatre, elle m'a Ouais, pas dit que je devais, tu vois? ouais, Alors c'est par important. contre, elle m'avait en fait, ça c'est intéressant parce qu'elle m'avait quand même dit avant que je fasse ma première phobie d'impulsion, elle avait vu l'anxiété qui s'installait en moi OK. et elle m'avait dit: «Manon, je pense que va voir ton médecin et que ça peut être pas mal de te mettre sous antidépresseurs très légers», parce qu'elle sait que je voulais pas du Mmh. tout avoir affaire à ça, très légers, pour quelque temps. Juste le temps elle me disait: «Manon, on a le bras cassé, on met un plâtre et on enlève le plâtre ensuite, quoi». Et moi, Tellement j'avais trop d'accord. peur de ça, de ces dépendances, et puis moi, tu sais, je suis de l'école de: «Mais non, mais je peux gérer, j'ai les Mmh. ressources, je suis machin». Et du coup, je me souviens que j'avais été quand même chercher cette boîte d'antidépresseurs et que je l'avais pas prise. Je voulais pas la prendre et une semaine elle était tout le temps avec moi dans mon sac, mais j'avais pas commencé et une semaine après, j'ai eu ma première phobie d'impulsion Ouais. et là, j'ai commencé à prendre les antidépresseurs. Waouh, la phobie d'impulsion plus un nouveau médicament, ça devait être dur à gérer. Tu J'ai vois, pas ça trop eu me d'effets secondaires, mais de toute c'est façon, je vais vrai? te dire que là, j'étais tellement au fond Ouais. que non, mais Ça franchement, va, ça je connais, je me sens plutôt familière, hein. Tu sais, quand tu me dis ça, ça me met en colère sur ma psy, que j'ai eue durant des années, que je trouve incroyable. Personne n'est parfait et là, je pense qu'elle a déconné là-dessus. C'est que ces 2 années que j'ai passées avec ces douleurs-là, je passais ouais, j'étais sur la leçon, hein, Mmh. mais j'allais jusqu'à pleurer 5 fois par jour, tellement c'était
invivable. Bah oui. C'est un mode survie aussi que tu actives. C'était... Et elle m'a toujours dit, mais t'as pas besoin de ça, prends pas de médoc, machin. Parfois, ça aide, en fait. Mais non, mais ça me bute parce que j'aurais pu avoir un peu d'apaisement et avoir donc à nouveau quelques ressources, retrouver un peu de l'énergie pour aller justement travailler ça. Et ça m'a en plus mis dessus une sorte de culpabilité de ok, bah du coup je vais devoir m'en sortir seule parce que il faut que je sois plus forte que. Mais c'est du bullshit pour moi, tu vois. Bah, disons que je comprends qu'il y ait des gens qui soient pas. Je comprends et moi je suis vraiment cet équilibre de. Ouais, ok, on a quand même des ressources. C'est quand c'est le professionnel qui qui émet en fait un jugement. Ouais. En fait, finalement, sur le fait carrément. de prendre ou pas prendre. Ouais. Et parce que j'avais émis plusieurs fois la possibilité, parce que j'étais là en mode je me réveille dans la douleur, je pleure dès le réveil, je me couche dans la douleur, mais il faut que tu t'en sortes solo, machin, et ça franchement, ça me reste là. Ouais, je comprends. Tu vois ? C'est vrai que parfois, et c'est ce que ma psy avait beaucoup travaillé là-dessus pour que j'accepte d'en prendre, c'est que en fait, si tu peux te faire aider sur un temps donné, pourquoi ne pas le faire ? Pourquoi on est toujours obligé d'être dans un combat pas possible ? Alors, le combat, il reste là, parce que tu dois travailler ce que tu as à travailler, sinon tu prendras des antidépresseurs toute ta vie. Et clairement, je suis pas constituée comme ça. En plus, moi, je m'étais mise dans la tête, ok, 6 mois, dans 6 mois, c'est stop, voilà. Après, il faut se laisser le temps qu'il faut, mais... Oui, mais comme tu dis, pourquoi est-ce que ça doit être fait dans une sorte de surdouleur alors qu'il y a aussi un chemin qui existe à côté ? Et vraiment, là où elle m'avait convaincue, c'est elle m'avait regardée avec une simplicité. Elle m'avait dit, mais Manon, si tu te pètes le bras, on te met un plâtre et tu l'enlèves et tu rééduques. Non, je tiendrai toute seule. Ouais. Non, c'est bon, je vais pas bouger mon bras. Non, mais t'inquiète, je vais quand même prendre le métro à heure de pointe. Je suis plus forte que ça. Mais oui, et du coup, ton bras, il va mettre 6 mois de plus à cicatriser. Et c'est même pas possible. Si des médecins nous écoutent, ils nous le diront. Mais... Avec le bras, t'as vu comme il a bien cicatrisé sur le regarde. Alors, ceux qui prennent des plâtres, franchement, ce sont les nulos. Ouais, bah ça me bute en fait, je te jure, je suis pas parfaite, mais ça me met encore en colère quand je repense à ça. Mais bon, c'est fait, hein. Bah oui, et puis t'as traversé. Ouais, mais je sais qu'une autre voie aurait été possible et que moi, elle me traumatise encore cette période-là. Ok. Parce que ça a été extrêmement violent et que ça aurait pu être un peu plus doux, comme tu dis. Ouais, je comprends. Ouais. Parenthèse fermée. Je l'adore, je vous adore, hein, si vous m'écoutez, mais là, vous avez déconné. Donc, il y a la chiro, il y a évidemment la psy, pour moi, à la base de tout. C'est chiro, le fond de tarte. Ouais, okay exactement. Et puis après, moi, j'ai testé des soins énergétiques qui me parlaient ou qu'on m'avait recommandé. T'as trouvé ça bien ? Ouais, il y a des choses qui m'ont... En fait, ça peut te mettre un peu de lumière et de douceur. Ouais. Moi, je suis assez cartésienne, mine de rien. Ouais ? Oui, je crois que ce que j'expérimente, en fait. C'est-à-dire que si tu vas me raconter quelque chose et je crois ton expérience, je ne la remettrai pas en question et je suis très ouverte, en revanche. Mais moi, je crois ce que j'expérimente. Oui, c'est vrai, il y a une nuance à ça. Oui. Et j'ai expérimenté des choses qui m'ont vraiment fait du bien et je m'en fous d'où ça vient. Que ce soit placebo, que ce soit... Je m'en fous, il n'y a pas de débat là-dessus, en fait. Mais même l'effet placebo, on sait que ça fait du bien, c'est prouvé scientifiquement. Donc, en fait, arrêtons de vouloir tout contrôler avec nos petits cerveaux d'humains, nos petits yeux d'humains et dire « Ah non, moi, je vois tout, je connais tout, je sais tout. » Non, c'est large, c'est ouvert et il y a des choses qui me parlent, il y en a qui me parlent moins, il y a des choses qui me rassurent. Et en fait, pourquoi je vais aller me priver de ces outils sous couvert de c'est trop perché ou c'est trop... Je m'en fous. Mais surtout, t'as besoin de prouver quoi ? Tu sais ce que je veux dire ? Pour moi, il y a même pas de combat. J'adore avoir des discussions avec des gens sur des croyances. On peut appeler ça comme on veut, ou sur des croyances où après chacun peut voir des choses, des signes, des choses qui rassurent. Mais yes, putain, en fait, t'es bébé, on te donne un doudou, t'es content, quoi. Ton doudou, il a pas de pouvoir magique. Pourtant, dès que tu le prends dans les bras, tu t'arrêtes de chialer. Bon bah, c'est tellement vrai parce que en fait. Et pour moi, ça se divise en 2 catégories. Seuls ceux qui veulent prouver et ceux qui veulent être heureux, tu vois, à un moment donné. Mais après, si toi, ça te fait du bien et que t'es bien dans ta peau. C'est ça.
C'est ça. C'est ça, et de prouver dans un sens comme dans l'autre, hein. Moi, les extrêmes m'emmerdent, c'est-à-dire que celui qui veut te prouver par A plus B que les énergies célestes, j'en sais rien, machin, elles existent, chiant. Ceux qui veut te prouver qu'en fait, non, on connaît tout avec notre cerveau d'humain. En fait, dans les deux cas, j'ai envie de dire, les gars, ayez de l'humilité. On sait Ego, pas. exactement. Et accepter notre condition d'humain, de ne pas tout savoir. En fait, on continue de découvrir des dingueries dans les années. Enfin, je veux dire, un jour, les gars, on a cru que la Terre était plate. Alors, il y a peut-être des platistes qui nous écoutent, je suis désolée. Non, j'ai assez confiance dans la... Honnêtement, j'ai une super communauté. Bon, mais voilà, ce que je veux dire, c'est ayons l'humilité de savoir qu'on ne sait pas tout et expérimentons ce qui nous, à titre perso, nous fait du bien. Et moi, j'ai été là-dedans et il y a des choses où je me suis pris mon micro, ça m'a fait peur. Phobie d'impulsion. Un peu coquille, la phobie d'impulsion. Ça repasse en boucle, meuf. On va faire un podcast ASMR de 1 heure de rire. Elle est en train de se baver dessus. J'ai roté et je me suis bavée dessus. Mais en même temps... Paulette revient. En même temps, j'ai pris de l'eau pétillante. J'ai l'impression d'être François Hollande, tu sais. Tout n'est pas sorti, Manon. Tout n'est pas sorti. Waouh. Pour ceux qui nous écoutent, faudra voir la partie vidéo. On est sûr qu'on va pas la couper. Ah non. Ah non, non. Ah non, c'est le seul truc que je garde. Non, je regarde, c'est l'humiliation. Elle m'a fait dire que des trucs hyper intelligents. C'est la partie micro-fellation qui reste. J'ai fait un extrait vidéo, t'en penses quoi? C'est super ce que tu fais. Non, pas de cross-post, mais je repartagerai en story. Non, Alander vous a bloqué. Oh, je pense que c'est parce qu'elle doit pas capter durant un trail. La tristesse. Ça m'est déjà arrivé. Waouh. Non, mais méditer, c'est quelque chose qui t'ancre dans le présent. Parlons-en après de la méditation. Ouais. Toi, ça marchait chez toi, la méditation? Oui, mais alors j'y allais très doucement. C'est-à-dire que j'allais pas dans des méditations. Encore une fois, je faisais d'abord vraiment de la respiration, des choses qui te laissaient dans un état de conscience pas trop modifié, tu vois, parce que il y a toujours ce truc de lâcher prise. Et du coup, j'essayais de... Déjà, la connexion à la nature me faisait vachement de bien. Ouais. Je me connectais un peu à ça. À un moment, je parlais un peu à mes guides, tu vois, ou aux personnes que je pensais un peu, que je pensais qu'ils pouvaient me protéger, et je me sentais un peu moins seule dans ce truc-là, parce que je me disais que là-haut, on pouvait pas se foirer. Et que même si... parce que j'avais du mal à faire confiance autour de moi, puisque tout était devenu compliqué. Dangereux. Ouais, dangereux, c'est ça. Et du coup, j'essayais de me raccrocher à quelque chose de plus grand. Parce que j'ai écouté tout à l'heure un podcast hyper intéressant, je vais vous trouver le nom, c'est quelqu'un qui a lui-même vécu des phobies d'impulsion et qui en parle, donc je vous invite vraiment à écouter également son podcast qui s'appelle Anxiété et TOC, le podcast. Déjà, je ne savais pas que le TOC, la phobie d'impulsion, bref, c'était une forme de TOC. Et lui, pour lui, la méditation, c'était une zone de danger. Ben oui, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas, c'est pour ça que je te dis, moi, je méditais, mais de manière assez légère. Je faisais attention aux méditations. J'essayais vraiment de prendre des méditations qui me faisaient du bien, de pas descendre trop profond, de la lumière, nature, visualiser un paysage où je me sens bien. En fait, il y a plein de manières de méditer. Et effectivement, il y a des méditations que j'ai stoppées parce que j'étais pas assez à l'aise. Après, il y a des méditations où je passais ce cap parce qu'il y avait un moment inconfortable. Il faut l'accepter. C'est aussi le propre de la méditation. C'était assez dur. Tout passe. Mais quelquefois, j'ai réussi à dépasser ce truc-là. Et ça, vraiment, c'était des belles victoires pour moi parce que ça montre qu'effectivement, tout passe, que rien ne s'accroche et que quand t'acceptes, parce qu'il y a une forme d'acceptation à ce moment-là dans la méditation, quand t'acceptes, c'est pas si gros, en fait. Et il y a vraiment un truc qui me faisait du bien dans la méditation, c'était de me dire, accepte cet inconfort et vois ce qu'il y a derrière. Et plus d'une fois, j'ai accepté l'inconfort et effectivement, c'était un peu plus lumineux derrière. Et ça, c'est vraiment des choses qui m'ont redonné j'étais un peu moins en apnée, tu vois. Ça m'a redonné une respiration.
Tu sais, il y a un truc auquel je pense dans tout ce que tu racontes. Déjà, merci beaucoup, c'est hyper intéressant et drôle, mais c'est avant tout vachement intéressant. Hem, bon, t'étais assez dur avec toi durant... Ouais, Hyper dur avec moi. Tu bossais, t'allais chez la psy, chiro, massage énergétique, etc. Donc, tu cherchais à te faire du bien, mais tu t'auto-flagellais un peu aussi en disant putain, pourquoi ça va pas mieux? Et quand on est dans ce processus-là, on n'a pas assez de recul pour se dire mais en fait, ça c'est génial, mais pourquoi à la base j'ai autant d'anxiété? Est-ce que tu traitais ça? Avec la psy, oui. Ok. Ouais. Et t'as commencé à comprendre... Oui, je pense que ça... T'es pas obligée d'entrer dans les détails. Ouais. Non, mais je réfléchis parce que c'est pareil, c'est vraiment plein de choses qui se mettent en place. C'était déjà de déconstruire cette notion de j'ai besoin d'être parfaite pour qu'on m'aime. Ok. Parce que moi, il y a cette notion qui était très forte chez moi. Je comprends. Et du coup, de comprendre que même sans être parfaite, on peut m'aimer, ça enlève déjà un énorme poids que j'avais sur les épaules. Je le travaille toujours, mais c'est vraiment déjà quelque chose de très, très grand. J'avais très, très peur de tout ce qui était dépression et tout parce que j'ai eu une maman qui a pas été très bien dans sa peau et que, étant jeune, je l'ai vue dans des états qui, du coup, moi, je voulais pas du tout ressembler à ça et qui me faisaient assez peur. Et je pense que j'ai un peu collé ce stress-là aussi chez moi. Et donc, de comprendre que je n'étais pas ma mère et que j'étais une femme à part entière et que j'avais mes propres ressources et ma propre énergie. Ton propre chemin. Mon propre chemin. Et en fait, ouais, mais il y a pas un moment de ma vie qui a un traumatisme, qui a créé cette anxiété, qui a machin. C'est plus une construction, des fausses croyances, et en fait, c'est tout ça, de venir un peu démêler toutes tes certitudes, toutes tes croyances limitantes. Mais de toute façon, quand tu traverses un moment comme ça, c'est vraiment tes certitudes qui explosent. T'as plus le choix, quoi. Voilà. Bah ouais. Et de faire exploser les certitudes, ça laisse de l'espace pour construire un truc un peu plus juste. Et donc, c'était un peu ce truc-là de faire exploser les certitudes sur moi, sur qui j'étais, sur ce que je voulais, tout ça. Ok, Donc, je comprends mieux. Parce que je me disais, sans ce socle-là, et c'est vraiment encore une fois là où on dit que la base, c'est la thérapie, et on avance à propos autour de ça, c'est que ça aurait juste fait l'effet de doudou sans cette partie psychologie et réflexion sur toi, tu vois. je pense que sans ça, là, sans comprendre ce qui se jouait vraiment. Mais c'est ça. Mais c'est même pas besoin de comprendre. Tu vois, si je sais pas te l'expliquer par A plus B de manière très précise, c'est pas grave. Et tu sens quand ça passe dans le corps et quand ça devient juste et quand tu captes que tu passes quelque chose d'important. Mais de toute façon, sans ce travail-là, je n'aurais pas pu accéder à cet apaisement. Ouais. J'aurais peut-être stoppé les phobies et encore, je pense pas, parce que c'était vraiment le step, un peu le boss final. Alors, je sais que j'ai encore plein de choses dans la vie. Quand je dis boss final, c'est vraiment dans la violence Ouais. Mais donc je pense que s'il y avait pas eu ce vrai travail qui avait été fait, j'aurais pas dépassé ça. Je serais restée dans une forme d'anxiété. Et puis même, j'ai senti, comme je te disais, que j'étais beaucoup, beaucoup moins anxieuse que même avant mes phobies. Parce qu'en fait, je réalise qu'avant mes phobies d'impulsion, j'avais quand même ces petits trucs de, comme tu disais au début, putain, là, le volant, si jamais je fais ça... Mais c'était pas grave. C'était dans mon quotidien. Ça me crée un petit stress, mais ça passait, tu vois. Et puis, si t'en parles autour de toi, on te dit, mais tout le monde a ça, donc bon. Mais aujourd'hui, je l'ai même plus. J'ai même plus ça. Maintenant, je vois plutôt, tu vois, là où je voyais des formes de petits dramas partout, parce que c'est un peu ça, c'est ton cerveau qui se concentre. Maintenant, je vois beaucoup plus de lumière. Beaucoup plus. Et mon cerveau, maintenant, imagine plutôt les belles issues que tout le reste, quoi. Ouais, c'est un travail de dingue. T'as réussi à prendre le sablier et hop là. Ouais. Et par exemple, je pouvais plus regarder les informations. C'était beaucoup trop anxiogène pour moi. Ça me créait, en fait, chaque fois que j'entendais une histoire horrible, c'était comme si j'étais le protagoniste, c'était comme si je ne pouvais plus entendre une seule histoire. Et encore aujourd'hui, j'aime pas trop aller diguer dans tout ça parce que je trouve que il y a beaucoup de choses sombres qu'on te met et on croit que c'est pas grave au quotidien Je suis d'accord. d'entendre ces histoires, mais en tout cas, je sais que chez moi, avec ma sensibilité, ça a une forme d'impact et qu'il y a aussi plein de choses positives autour de nous. Et sans être dans le monde des bisounours, on a le droit aussi de se concentrer sur la lumière, quoi. On n'est pas toujours obligé de mettre la loupe sur ce qui va mal, sur les histoires sordides. Et c'est vrai que l'humain, parfois, a ce naturel un peu, parce que ça te rassure sur qui t'es. De voir l'ombre des autres, souvent, ça nous rassure sur quelle personne on est et tout ça. Et ça, c'est un truc dont j'ai pas vraiment
que j'ai pas vraiment envie d'avoir dans ma vie, tu vois, cet accès à... Et puis, est-ce que tu remarques qu'on a envie de consommer ce genre de contenu quand on va pas très bien? Bah, je pense, parce que moi, c'est vrai que ça Tu vois? me... Parce que moi, je me rends compte, alors j'adore la télé-réalité américaine, j'assume totalement, mais je me suis rendu compte à des moments qu'il fallait que je fasse des pauses, typiquement pour celles qui connaissent, et ceux, pardon, les Real Housewives of Atlanta, elles ne font que se gueuler dessus. Et en fait, je dois faire des pauses à des moments parce que je me rends compte que ça baisse mon énergie et que je deviens Ouais. plus anxieuse, plus tendue, plus agressive, Ouais. que ça pousse la colère qu'on a tous en nous, mais tu sais, ça titille, quoi. Et je me rends compte que j'ai à nouveau envie de regarder ce genre de télé-réalité quand je vais pas très bien. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est des choses qui... En tout cas, c'est important de les consommer avec clarté et de savoir ce que tu cherches là-dedans, ce que S'observer, tu as quoi. fait, et c'est pas grave, et c'est cool de le consommer, mais Ouais, en c'est ce cool moment, je suis aussi dans de... Vanderpump Rules, j'assume tout à fait, mais voilà, Et là, on parle encore en plus de choses un peu assez légères et tout ça, mais je veux oui. dire, on a quand même des news qui sont Ouais. hard au quotidien, Ouais. et c'est vrai que j'ai pris le parti pris de plutôt me couper de tout ça. Ouais. Il y a trop d'autres belles choses. En fait, t'as un temps donné dans une journée, et je préfère le solliciter autrement, en fait. Vraiment. Vraiment. Alors que jeune, j'adorais regarder Faites entrer l'accusé. Ah ouais? J'adorais... Ouais, plus jeune, ouais. Ouais. Et aujourd'hui, ça m'intéresse plus du tout. Tu savais pas encore que t'allais noter toutes les meilleures idées pour te Et que les j'allais faire un livre. Non, pour te les remettre en Pour me créer mon boucle film ensuite. Oui, c'est ça. Ouais. She doesn't know. J'étais naïve. Ah putain. Quelle histoire, quelle histoire. C'est un truc de fou. Tu dois déjà halluciner de repenser à cette période-là en te disant « Ouah, punaise, j'ai été cette personne-là ». Ouais. Et ça doit être super émouvant aussi de te dire ah, j'ai pas eu de pensée depuis mais je sais pas combien de temps, quoi. Ouais, et c'est vrai que de temps en temps, je me dis que j'ai de la chance. Je me rappelle à quel point dans la vie on peut être dans le noir. C'est comme quand tu perds la santé, même juste que t'es malade pendant 3 jours avec une énorme angine, tu sais. Et en fait, de pas oublier que moi, ma stabilité, ma sérénité aujourd'hui, elle est fragile dans le sens où j'ai envie d'en prendre soin. C'est quelque chose, c'est une chance que je me suis offerte, mais c'est une chance. Et du coup, cette période-là, déjà, m'apporte cette gratitude au quotidien, vraiment, de me dire, putain, waouh, un moment, je respirais plus, je suffoquais. Et là, j'ai l'impression d'être connectée à la vie d'une manière tellement plus douce, tellement plus belle. Et ça a d'autant plus de valeur. Ça, c'est évident que c'est vraiment quelque chose qui restera un peu un trésor, quoi. Tu vois, c'est... Ouais, ça fait sens. Donc ouais, et mine de rien, en fait, quand j'y pense, ça me paraît pas si loin et loin en même temps. Ouais. Et je suis hyper fière de pouvoir en parler sans... Ça m'allume pas émotionnellement, tu vois. C'est une partie de ma vie, c'est comme ça a existé. Mais même si ça t'allumait, ça, ce serait ta sensibilité, tu vois, ça voudrait pas dire que c'est encore attaché au présent. Non, ça voudrait pas dire, mais c'est vrai que quand il y a un émotionnel encore un petit peu allumé et tout ça, c'est forcément, il y a un truc, et c'est pas grave, en fait, ça, c'est complètement ça, ok, c'est pas forcément mal. T'aurais droit, quoi. Ouais, mais je capte il y a Dario qui vient me lécher à ce beauté. moment-là. C'est un chien. C'est un chien, Dario est un chien. Et du coup, ouais, c'est vrai que... Ça veut dire quelque chose, ça. Bah lui, il est arrivé juste au début de tout ça. J'avais pas encore fait ma première phobie d'impulsion, ou alors si j'en avais fait une, je sais pas, mais il est arrivé au début de tout ce truc-là, et c'est un chien exemplaire qui est d'une douceur, d'une gentillesse, qui prend pas beaucoup de place, alors beaucoup de place dans mon cœur, mais qui est pas très demanding, quoi, qui s'adapte beaucoup et tout. Et je pense que ouais, il a beaucoup il me regarde avec ses petits yeux. Du cœur. Donc ouais, ça a été, je pense, une partie du chemin aussi, mine de rien. Ouais, ça... T'es d'accord, Dario? Ça te reconnecte au vivant. Bah, un animal, c'est comme les bébés, c'est comme la nature. Tu sais, ça te remet dans l'instant présent. Et toi, c'était ce qui était le plus compliqué à rechoper, quoi. Ouais. Et puis, il y a plein de fois où j'ai été obligée de le sortir et ça me sortait de mes propres pensées. Et je rencontrais dehors un voisin. Et en fait, pendant 5 minutes, je respirais, je me connectais à la personne, à une discussion. Et en fait, dans ces moments-là, vraiment, si je peux donner un conseil, c'est de regarder toutes les petites marches qu'on monte.
Et on a l'impression que parfois, c'est pas une marche. Mais en fait, si dans un moment hyper compliqué, vous arrivez à prendre 5 minutes où vous êtes bien, c'est déjà 5 minutes de gagner. Prenez tout ce qu'il y a à prendre et surtout reconnaître ces moments-là. Parce que c'est ces moments-là qui font qu'on sort complètement après de potentiellement de ce tourment et tout. Et ils sont super précieux. Punaise, c'est tellement intéressant. Et puis j'ai envie de rajouter aussi ne vraiment garder en tête que tout passe et que ce qui semble être une éternité pour vous à l'instant peut, tu le disais, complètement passer sans espace-temps. Voilà. Moi, je me suis tellement sentie bloquée dans le désespoir, mais le vrai désespoir. Et c'est ça que j'allais dire pour terminer, c'est en fait, je me souviens de la sensation que j'ai pu avoir à ce moment-là et je vois où je suis arrivée aujourd'hui. Et au milieu de ça, il y a du coup un espèce de truc, une espèce de je sais pas, de force ou de confiance qui se crée. Ok, j'ai la foi et tout passe. Tout passe, ça c'est tellement vrai. Tu sais, je continue de temps en temps à avoir des douleurs neuropathiques et dans ces cas-là, j'observe ma douleur, ce que je pouvais pas faire avant. C'était t'étais allumée tout de suite. En me disant, tiens, c'est marrant, pourquoi est-ce que ça s'active ? Ok, merci, je te vois. Et ça passe. C'est génial. En 20 minutes. Quoi. C'est ouf, hein. Et ça, maintenant que tu sais le faire, tu ne le perdras jamais. Ouais, tu sauras toujours le faire. Jusqu'à la prochaine tu sauras toujours le faire. En tout cas, il y a un sort de truc où quand tu passes de l'autre côté, même quand tu rechutes, t'as moins peur. Bah ouais. T'as moins peur. Et c'est vrai que c'est ce qu'on disait, c'est plus tu vas mettre une loupe et plus tu vas paniquer et plus la chose va exister et prendre de l'ampleur. Et c'est normal, ça fait partie du process, mais à un moment, tu prends de la hauteur, du recul sur ça, tu le regardes différemment et tu te rends compte que c'est pas si important, que c'est pas si grave, que c'est pas... Et à ce moment-là, les choses, elles avancent beaucoup plus vite. Ouais, ça y est, là, c'est le moment où tu te libères. Exactement. Et tu lâches prise. Ouais. Merci beaucoup, Manon. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule, ou sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.